Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet atelier qui a été nommé Innovation sociale, mais Kesaku. On va passer une petite heure ensemble avec un objectif qui est de mieux appréhender cette notion qui est l'innovation sociale, dont on parle de plus en plus. Et on s'est donné pour objectif, avec les quatre intervenants de cet atelier, de chercher à vous illustrer de quoi on parle quand on parle d'innovation sociale et de comprendre au travers de cette notion-là quels sont les enjeux pour les entreprises et les acteurs publics aujourd'hui à explorer le champ des possibles de ce concept. Ce terme d'innovation sociale, il revient en ce moment sous les rampes de l'actualité. Certains d'entre vous ont dû entendre parler du projet de la loi Pacte, qui est en fait un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Il y a notamment eu récemment un rapport de deux personnes, dont Nicole Notat, avec des préconisations que le projet de loi Pacte introduise une modification du Code civil, et que cette modification du Code civil vienne en fait donner la possibilité aux entreprises d'exercer de manière particulière leur responsabilité et d'en faire ce qu'on a appelé des entreprises à mission. Donc avec un exercice à un moment de responsabilité sur des enjeux, sur des enjeux d'intérêt collectif ou d'intérêt public. Pour ceux qui sont le plus proches de l'univers de l'économie sociale et solidaire, on a entendu dernièrement, il y a la promotion par le Haut Commissariat à l'ESS, pardon, de ce qui a été appelé l'initiative French Impact. En fait, c'est une marque qui est créée avec l'ambition de pouvoir, en France, faire la promotion et à encourager la mobilisation des acteurs économiques et des acteurs de la société civile sur la prise en charge ou enfin la mise en œuvre d'innovation sociale. Alors pour comprendre pourquoi cette notion-là rentre de nouveau dans notre actualité, j'ai fait la proposition à 4 personnes qui vont vous parler d'endroits qui sont assez différents. Donc on va avoir la parole du chercheur, la parole d'un entrepreneur social, un spécialiste de l'accompagnement des entreprises de l'innovation sociale et la parole d'un acteur public. Le parti pris étant de se dire que c'est toujours important de savoir d'où on parle, parce que d'où on parle, en fait, on exerce des rôles et des missions particulières. Et ça nous intéressait de faire croiser ces points de vue différents. Donc nos 4 intervenants, en commençant tout de suite à ma gauche, donc il y a Jean-Charles Lardic, qui est directeur de la prospective de la ville de Marseille. Bonjour Jean-Charles. Ensuite, nous avons Nicolas Détry, qui est directeur de Yes We Camp. Ensuite, nous avons Nadine Richer-Battesti, qui est maître de conférence en sciences éco à la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille Université. Bonjour Nadine. Et ensuite, nous avons Cédric Hamon, qui est directeur de Intermed. On se permettra de se tutoyer entre intervenants, puisqu'on a le plaisir de se connaître depuis plusieurs années. Pour la forme de l'animation, on a choisi, je vais adresser des questions aux différents intervenants. Il y aura 2 séries de questions et on va essayer de se préserver un petit temps sur, on va dire, les 15 dernières minutes de l'atelier pour être sur un question-réponse avec la salle. Elles ne sont pas prévues du tout, les questions. Pas du tout. Bien, et on va commencer, si vous le voulez bien, en posant une première question à Nadine Richer-Battesti. Donc Nadine, c'est la parole elle est maître de conférence en sciences éco à la faculté d'économie et elle co-dirige un master professionnel en économie sociale et solidaire. Elle travaille également au laboratoire du LEST. Et donc elle va nous donner un premier point de vue de définition sur l'innovation sociale, qui est le point de vue du chercheur.
Et Nadine, la première question, c'est, en fait, on a l'habitude quand on parle d'innovation, on parle rarement d'innovation sociale. On parle d'abord souvent d'innovation de procédés, d'innovation d'organisation. On parle de plus souvent dans le monde de l'entreprise d'innovation de marketing ou d'innovation commerciale, bien sûr d'innovation technologique. Et on a sur le salon aujourd'hui un village de l'innovation. Donc, dans toutes ces définitions de l'innovation, comment s'insère ou s'imbrique le sujet de l'innovation sociale? Alors je vais essayer d'être assez rapide. C'est vrai que le terme innovation fait florès, donc il est largement utilisé. Alors il y a un certain nombre de gens qui en font sans le savoir, et il y a un certain nombre de gens qui disent qu'ils en font, qui n'en font pas vraiment. Mais pour se repérer dans tout ça, je retiendrai juste ce qui va caractériser l'innovation sociale par rapport à d'autres formes d'innovation, c'est la coproduction avec les parties prenantes. Donc c'est le fait d'associer plusieurs acteurs qui peuvent être des fournisseurs, des usagers, des différents groupes de personnes partent sur un territoire dans l'objectif de produire quelque chose d'une manière renouvelée. Je pense par exemple à Asama qui est dans le village. Asama fait du massage. Sa distinction par rapport à une autre structure, c'est que ce sont des personnes handicapées qui sont porteuses d'un handicap, notamment des non-voyants ou des malvoyants, qui vont effectuer le massage. Donc on est dans une logique où le massage, c'est quelque chose de courant, vous avez plein de lieux où vous pouvez les faire. Par contre, là, ce qui change, c'est que la personne qui fait le massage est un non-voyant. Donc l'innovation, c'est de s'appuyer sur des personnes qui ont des difficultés à trouver de l'emploi, du travail, du fait de leur handicap, et qui vont du coup pouvoir, à cette occasion, exercer une activité professionnelle, trouver une forme de reconnaissance à travers le travail. Donc premier élément, produire quelque chose finalement de nouveau dans la manière de faire, dans le processus de mise en œuvre, et notamment en intégrant des parties prenantes. Deuxième élément qui me semble important, c'est réfléchir à l'usage de la valeur créée. Donc dans ces activités, dans ces innovations, il y a des rémunérations, il y a des investissements en amont, mais il y a aussi des formes de rémunération, etc. Comment on partage la valeur créée? Est-ce qu'il y a appropriation de cette valeur par une seule personne, l'inventeur, ou est-ce qu'au contraire, il y a une décision globale de partager les résultats de l'activité avec l'ensemble des parties prenantes associées, et bien entendu, notamment les salariés, au-delà même du porteur de projet directement. Et troisième dimension peut-être en lien, c'est le fait que ces innovations, elles sont très souvent territorialisées. Donc elles s'inscrivent dans des contextes locaux spécifiques, ce qui revient à dire que leur transposition ne peut pas se faire à l'identique. Donc on n'a pas un produit ou un service qui va être reproduit exactement de la même manière, parce que ça dépendra largement de la configuration des acteurs en présence, que ce soit des acteurs publics, privés lucratifs ou privés d'économie sociale et solidaire. Et il me semble que là, c'est une différence effectivement forte, parce que ça nous amène à réfléchir sur la duplication, sur le changement d'échelle, et que ce changement d'échelle ne se fait pas de la même manière qu'une innovation peut-être plus traditionnelle, plus transposable relativement facilement. Et c'est sans doute une des difficultés, parce qu'effectivement, l'adaptation dépend de la pluralité d'acteurs en présence. Et donc, il suffit qu'un acteur ait des comportements différents pour que, de fait, le processus d'innovation sociale ne puisse pas être transposable à l'identique. Ça veut dire qu'il y a un coût de duplication important. Donc voilà, pour moi, c'est les trois points qui sont peut-être centraux dans cette dimension d'innovation sociale. Souvent, on dit qu'elle est orientée sociale au sens gestion des publics en difficulté. Moi, je pense qu'on peut avoir une vision plus large. Elle peut être orientée gestion des publics en difficulté, mais à mon avis, elle prend une dimension plus large de transformation des rapports sociaux. Là, j'adopte une posture un peu à la québécoise, hein, mais de transformation des rapports sociaux, de choix de mélange de populations, publics en difficulté, publics sans difficulté particulière, public à bas niveau de qualification, public au contraire à fort niveau de compétence. Et il me semble que c'est dans cette mixité, dans cette hétérogénéité des publics, des associés, qu'il y a aussi une dimension d'innovation sociale.
Bien. Pour avancer dans la compréhension, on vous a laissé sur chacun de vos sièges un document qui, en fait, reprend pour partie déjà les propositions faites par Nadine en matière de définition de l'innovation sociale. C'est ce qui a été appelé un radar de l'innovation de l'innovation sociale, avec 5 axes, dont 3 qui ont été évoqués par Nadine dans son premier propos, qui permet en fait de se construire une vision un peu partagée de quoi on parle. Et vous retrouvez notamment l'axe sur l'ancrage territorial de ces expériences, la production de quelque chose de nouveau en matière de transformation sociale, et cette question de du partage de la valeur sur laquelle on reviendra pour comprendre de quoi il s'agit. Cédric est directeur de Intermed. Intermed, c'est un des tout premiers incubateurs spécialisés dans l'économie sociale et solidaire, qui a été créé dans les années 2000, en 2002 je crois. Tout à fait. En fait, dont la vocation, c'est d'incuber, donc d'accueillir et d'accompagner des projets d'innovation sociale. Donc des projets qui ont une forte valeur ajoutée, enfin qui créent de l'utilité sociale, qui ont la particularité de toujours avoir une gouvernance collective et qui ont un fort ancrage territorial. On retrouve les propositions que Nadine nous a faites comme première définition de l'innovation sociale. Donc Cédric, à Intermed, les innovations sociales sont portées par des entrepreneurs. Pour avancer encore plus dans... Est-ce que tu pourrais nous illustrer un ou deux projets emblématiques accompagnés par Intermed et nous dire quelles ont été leurs caractéristiques communes pour qu'on avance encore dans cette définition de l'innovation sociale? Oui, alors bonjour à tous. Donc l'idée, ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, enfin c'est très intéressant, c'est le fait que l'innovation sociale va toucher à des secteurs économiques tout à fait divers, variés, et à l'ensemble des secteurs économiques. Donc j'avais prévu de présenter Assama, mais ça a été fait par Nadine, donc je vais en présenter d'autres. Je vais vous parler de deux projets qu'on a accompagnés ou qu'on accompagne en ce moment, qui sont diamétralement opposés dans leur champ d'activité et qui pourtant se regroupent sous l'axe de l'innovation sociale. On a accompagné par exemple un projet qui s'appelle Très Atypique, c'est de la confection textile de vêtements adaptés pour les personnes en situation de handicap à qui il va manquer un membre ou une mobilité réduite qui complexifie le fait de se vêtir tout simplement. Et donc les vêtements sont travaillés et conçus de façon à ce qu'ils soient faciles, aisés à porter pour des personnes en situation de handicap. Et l'activité est conduite avec des salariés en insertion. Ça existe depuis une dizaine d'années, ça se passe dans les quartiers nord de Marseille. Donc ça, c'est un projet qui s'attaque à une problématique, on va dire, qui est la difficulté des personnes en situation de handicap à trouver des vêtements adaptés à leur situation. Un autre projet, diamétralement opposé, secteur d'activité complètement différent, un projet qui s'appelle CAPT. CAPT fait de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'il plante des arbres en milieu agricole avec pour objectif d'améliorer le rendement des terres agricoles, parce que lorsqu'elles sont entourées de haies et de forêts, il y a une meilleure filtration de l'eau sur la parcelle, il y a une protection du vent, etc. Il y a un meilleur amendement de la terre, et donc ça va améliorer la productivité des sols, et ça va permettre aux agriculteurs qui bénéficient de ce service de générer plus de bénéfices et en tout cas de sécuriser le rendement de leur activité. La façon dont CAPT se finance n'est pas en vendant directement ce service aux agriculteurs, mais en vendant à des entreprises émettrices de CO2 le carbone qui sera capté par les arbres qui ont poussé. Un petit peu complexe, j'espère que j'ai perdu personne. Tout simplement, les arbres en poussant captent du CO2. Ce CO2 est vendu en compensation carbone à des personnes qui en émettent beaucoup. Et avec cet argent, on l'utilise pour planter les arbres et améliorer le rendement des agriculteurs qui bénéficient de ce service. Du coup, on le voit, c'est des activités complètement différentes. Les deux activités sont sur des domaines de production, c'est-à-dire qu'on fabrique des vêtements d'un côté, de l'autre côté, on plante des arbres, on produit de la matière agricole. Et ce qui va regrouper ces entrepreneurs, une fondatrice et un fondateur respectivement, ça va être le fait que leurs entreprises ne sont pas menées pour le profit, mais par le profit. C'est-à-dire que le modèle économique est au service de la finalité de l'entreprise. La finalité de ces entreprises,
pour l'une est d'améliorer le rendement d'exploitation agricole en difficulté. Donc ils interviennent plutôt sur des territoires complexes. En ce moment, ils interviennent en Tunisie, sur lesquels on a des problèmes de territoire où il y a des problèmes de désertification de certaines zones. Donc ils viennent répondre à ce problème-là. Ils interviennent en Colombie, sur lesquels c'est plus des problèmes de glissement de terrain, ce genre de choses. L'intérêt, ce qui motive les entrepreneurs, les fondateurs de CAPT, c'est d'améliorer le quotidien et la réalité des agriculteurs concernés et de permettre une production agricole qui soit plus respectueuse de la nature et plus saine en termes de produits finis. Ce qui va motiver la fondatrice de Très Atypique, ça va être certes, c'est une personne qui est intéressée par la mode, par le design, etc., et de faire en sorte que cette mode et ce design soient accessibles à des gens pour qui, d'habitude, ce petit plus dans la vie, on ne leur apporte pas parce qu'on n'a pas pensé aux difficultés qu'ils pouvaient avoir à se vêtir. Ce qui réunit ces entrepreneurs, c'est tout simplement de placer effectivement l'intérêt général en objectif premier. Donc on a affaire à des entreprises qui certes ont un modèle économique, certes visent à faire des profits, parce qu'une entreprise qui ne fait pas de profit finit par décéder, mais ces profits sont un moyen au service d'un objectif, et l'objectif est donc de répondre à une finalité sociale. Et on l'espère d'apporter des innovations. Et c'est là l'innovation sociale, c'est d'essayer de recréer des rapports, ou en tout cas d'abonder les rapports humains de facteurs différents du simple échange commercial. Merci Cédric. Une autre illustration avec Nicolas. Alors, Nicolas est directeur de Yes We Camp, qui aujourd'hui compte une cinquantaine de salariés sur différents sites et différentes activités, dont une assez emblématique dont il va nous parler, qui est sur le déploiement d'occupations temporaires. Mais Yes We Camp fait aussi des réalisations d'interventions artistiques, de l'action sociale participative, ou encore du conseil en stratégie urbaine, un peu partout en France. Et vous êtes porteur d'un projet, quand je dis vous, c'est ton équipe, qui s'appelle Les Grands Voisins, qui est à Paris. À l'heure actuelle, tu étudies, je sais, un projet qui pourrait ressembler à celui-ci, Les Grands Voisins à Marseille. Et s'il te plaît, présente-nous cette expérience, parce qu'elle met, je trouve, bien en lumière, en fait, les différents domaines sur lesquels vous cherchez à agir et sur lesquels on se dit, mais comment à un moment ils ont pu penser qu'on pouvait aborder toutes ces questions-là, tous ces domaines, tous ces sujets différents sur un même projet. Et tu as une petite présentation. J'ai des photos, ouais. Je vais essayer d'ouvrir. Bonjour, donc effectivement avec l'équipe de Yes We Camp, ce qui nous plaît, ce qu'on sait bien faire, c'est nous déployer sur un espace déterminé, sur lequel on va jouer avec les règles pour créer les conditions de rapports sociaux renouvelés. Donc ce qui compte, c'est d'avoir sur un même endroit des publics différents. Donc il faut imposer une présence structurelle de publics différents, parce que ça ne suffit pas de dire qu'on est ouvert à tous. Quand on est ouvert à tous, seuls viennent les personnes les plus mobiles. Et si on veut une vraie rencontre variée, il faut que structurellement les publics moins mobiles soient présents. Si on fait une crèche, il y aura des enfants. Si on fait un EHPAD, il y aura des personnes âgées. Si on met un CHU, il y aura des personnes qui viennent de la rue. Et ensuite, par un ensemble de dispositifs de programmation quotidienne, culturelle, pédagogique, mais aussi par le travail de l'espace, par tout ce qui, l'objectif, c'est que par le simple fait de pénétrer dans cet espace, chacun ressente que ici, c'est différent d'ailleurs, et on peut plus facilement s'impliquer, plus facilement proposer des projets qu'on peut porter soi-même. Donc on est vraiment sur cet enjeu de capacité collective. Donc si je vous montre quelques photos des Grands Voisins, parce qu'effectivement aujourd'hui ça fait figure de projet emblématique, ça se passe dans le 14e arrondissement à Paris, donc quartier plutôt familial et assez bourgeois. C'est un ancien hôpital, la maternité Saint-Vincent-de-Paul, c'est grand, ça fait 4 hectares. Les hôpitaux de Paris quittent et la ville de Paris rachète pour faire un écoquartier, donc quelque chose de très classique qui se passe dans toutes les villes. Et comme souvent, il y a un moment de latence, le temps que tout le monde soit parti et qu'on ait choisi les urbanistes et les architectes pour lancer le projet, un aménageur. Et dans ce moment de latence, on a commencé à faire comme d'habitude, on met des parpaings et on paye du gardiennage anti-squat. Et finalement, le directeur Martin Hirsch s'est dit c'est quand même dommage, autant utiliser ces espaces vacants pour
pour loger des personnes à la rue et à confier les lieux à une association qui s'appelle Aurore et qui fait de l'hébergement social. Donc la première fonction, c'est d'avoir des personnes vulnérables, vas-y David. Je déroule ? Ouais. Qui habitent sur site. Il y en a eu jusqu'à 800. Ce qui est, quand on sait combien c'est compliqué d'ouvrir un foyer même de 50 places en centre-ville, dans d'autres contextes, là 800 personnes, ça s'est très bien passé. En plus donc, première fonction, accueil social. Deuxième fonction, les espaces disponibles, de les ouvrir pour de l'activité économique, branchés ESS bien sûr, donc des associations qui font de l'insertion, mais aussi des entreprises, aussi des espaces de coworking, des artistes, des artisans. On a été jusqu'à 200 occupants temporaires, du coup, parce que tout le monde est venu pour 1 an et demi. Ça a été géré avec l'association Plateau Urbain. Et ça crée une deuxième type de population qui structurellement est là, parce qu'ils viennent y travailler. C'est 1000 personnes qui venaient travailler tous les jours. Et la troisième, vas-y continue. La troisième vocation de cet espace, c'est de s'ouvrir aussi au public. Que ce soit un espace à pratiquer par les riverains, par les familles, par les Parisiens, par les grands Parisiens et même par les touristes. Et la force du projet, une fois que structurellement on a mis dans des bâtiments des fonctions différentes, c'est sur les espaces extérieurs que l'interface se joue le plus, et à assez peu de frais, on a transformé ce qui était un espace de voirie classique, du bitume, des trottoirs, des plots en béton, en une sorte de jardin public très pratiqué pendant toute la semaine, pendant le week-end. Et la démarche est toujours itérative. On ne décrète pas comment ça va être, on écoute, il faut être très présent. C'est pour ça qu'il faut des équipes assez nombreuses, une gouvernance réactive, parce qu'il y a en même temps faire passer ce message, tout est possible, allez-y, faites des projets ou proposez-les. Et après, d'être capable d'avoir une direction éditoriale, une trajectoire pour que le tout ait un sens. Donc même en termes d'événements, on a essayé, nous on avait des idées, Yes We Camp, d'autres on a accueilli des propositions d'autres. Ce qui ne marche pas, c'est pas grave, on le laisse de côté. Ce qui marche, on le répète. Il y avait une photo le marché des grands voisins qu'on organise tous les dimanches, tous les mois maintenant, parce que tous les groupes sociaux du site arrivent bien à s'emparer de ce projet. Et ce qu'on se dit souvent aussi, c'est que le processus compte plus que le résultat. C'est aussi l'intérêt de faire des projets temporaires, parce que de toute façon, dans 1 an et demi ou dans 3 ans, ça va disparaître. Donc l'enjeu est surtout sur la manière dont c'est fait, et pour que ce soit bien approprié. Donc que ce soit la construction vous avez vu qu'on avait fabriqué un camping aussi, ça permettait d'ajouter une couche de complexité à cette variété de public. Qu'on fabrique une cabane, qu'on fasse l'affiche pour un événement, notre restaurant en cuisine. À chaque endroit où on travaille, on ouvre le processus de travail aux groupes sociaux du site, donc avant tout aux hébergés de l'association Aurore, mais aussi, pas seulement à eux, aussi aux riverains, aussi aux bénévoles, aux volontaires, à tous ceux qui ont envie de s'impliquer. Et il y a effectivement quelques images. À la fin, on travaille avec la préfecture, avec le Lab Zéro, qui est une antenne, une cellule d'invention, de transformation de la politique publique au sein de la préfecture, qui souhaite utiliser les bâtiments vacants de l'État en région PACA, avec donc un premier projet qui a fait office de prototype. On est à côté de la Porte d'Aix, donc très proche de la gare, dans l'ancienne DIRMED, dans l'ancien bâtiment où il y avait la direction des routes. C'est grand, ça fait de 4000 m². Et comme souvent, le but, c'est là, il est en bleu le projet, mais c'est toujours la relation avec le territoire. Effectivement, c'est toujours contextuel, des projets comme ça, pour qu'ils aient un sens et une appropriation. Et après, juste David, globalement, à chaque fois dans ces moments-là, on essaie d'être un socle fertile pour que des activités qui répondent bien aux critères à la critérisations OSS s'y développent. On fabrique comme une mini-ville, en fait, où il y a des fonctions de socle, de gestion de l'espace, d'attractivité, de cohésion pour animer une gouvernance. Et ensuite, le projet évolue au gré des programmes, des intervenants extérieurs qui y viennent, soit des hébergements sociaux. Donc dans ce projet-là, en l'occurrence, il y aura un foyer avec 105 places. Et un tiers des espaces seront pour l'hébergement social, un tiers pour accueillir des entrepreneurs et un tiers ouvert au public. Merci. Je trouve que ce projet illustre assez bien tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Donc une réponse à des besoins sociaux, et je dirais, à un moment la capacité à mixer, notamment dans ce dernier projet, de refaire du brassage en fait, entre des populations qui n'ont rien à voir entre elles, si on réfléchit en matière de catégories socio-professionnelles, en matière de réalité de vie quotidienne, en transversal, un processus participatif, quelque chose où le collectif
est un des ferments du projet. Alors ça a été évoqué un peu des modèles économiques spécifiques, on y reviendra peut-être un peu après, et cette question du territoire et le fait de dire que chaque projet est singulier parce que chaque territoire l'est aussi. Donc Jean-Charles est directeur à la prospective de la ville de Marseille, et pendant une quinzaine d'années, il a impulsé des politiques de développement durable, avec cette idée que l'acteur public a un rôle important à jouer pour faciliter l'émergence de nouvelles formes de développement local inclusif. Donc Jean-Charles, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant du lien au territoire. Et donc du coup, l'acteur de la vie publique qui est une collectivité locale comme la ville de Marseille, c'est quoi ces leviers à sa disposition pour à un moment encourager ces formes d'innovation sociale? Et quels sont ces leviers? Comment elle peut faire pour les activer? Et merci de me donner la parole. Avant de parler des leviers, il faut vraiment voir qu'il y a un constat d'obsolescence des systèmes politiques par rapport à tout ce dont on parle aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand on parle de collectivité territoriale, d'habitude, on voit l'élu bâtisseur, constructeur d'infrastructures, l'élu aménageur. Et ici, dans les propos de Nadine, de Cédric, de Nicolas, il s'agit principalement de vie, d'animation locale. Et donc, ça suppose véritablement, pour intégrer la notion d'innovation sociale et sociétale dans la ville, ça suppose une vision et une posture différente de l'élu. Ça suppose d'élaborer une nouvelle vision. Alors, à Marseille, elle a été portée par notre maire à travers une tribune libre qu'il a publiée il y a 2 ans et qui s'appelait justement « Libérons la créativité territoriale pour faire face aux défis climatiques ». Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'inverser véritablement le paradigme du développement durable et arrêter de dire on va décliner localement des politiques sectorielles, le plus souvent technologiques, imposées par les États. Et on va prendre du recul par rapport à ces approches technologiques pour essayer de mettre l'humain en premier. Ne pas abandonner la nécessité de passer aux énergies renouvelables, etc. Mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Le propos d'aujourd'hui, c'est de se dire, si on mise sur les synergies territoriales, si on mise sur les rapprochements entre les acteurs, la mixité des populations, des usages, on va développer des modèles de société, on va retrouver des modèles de société qui, naturellement, se retrouveront plus sobres énergétiquement et vis-à-vis de la consommation de ressources, et en même temps seront producteurs de bien-être partagé, de richesse partagée et de cohésion sociale. Donc, il s'agit vraiment d'une nouvelle vision que, depuis 2 ans, nous portons. Je porte en particulier en Méditerranée à travers, avec les associations, les réseaux de collectivités qui rentrent dans cette vision. Nous travaillons aussi sur ce sujet avec l'AMU, dans le cadre du Living Lab T Créatif, que certains d'entre vous connaissent peut-être, pour essayer effectivement de favoriser cette créativité territoriale qui constitue une nouvelle approche du développement durable beaucoup plus globale. Alors, je reviens sur la question des leviers, puisque j'aime beaucoup cette image du levier que tu as énoncé 2 fois dans ta question, parce que ça porte la réponse. Au-delà de cette vision, puisque quel levier pour appliquer cette vision nouvelle? Eh bien, effectivement, les leviers, ces outils que les premiers hommes utilisaient pour soulever des blocs de pierre monumentaux. Et le levier a comme caractéristique de permettre d'agir à distance sur quelque chose. Au lieu de pousser directement, on prend du recul, on lâche prise quelque part et on reprend prise, mais à distance. C'est exactement ce que les élus doivent faire. Ils doivent arrêter de se dire que la collectivité, que l'État, on doit sortir de l'État-providence, et on doit arrêter de dire que la collectivité doit tout proposer aux citoyens, aux habitants. Et effectivement, on a toutes les opportunités de s'appuyer sur l'envie de faire soi-même, sur le système D, sur le temps disponible retrouvé, sur la possibilité de satisfaire localement des besoins émergents,
de coproduire, ça a été dit, coproduire le service public. C'est pas évident pour une collectivité de se dire je vais faire coproduire le service public. On a la coutume de dire on va déléguer le service public, c'est totalement autre chose. On va le faire coproduire. On va, par exemple, utiliser le covoiturage pour faire du transport à la demande. Et on devrait intégrer le covoiturage dans un continuum du service public de transport, même si c'est du covoiturage fait par des personnes. Donc tout ceci, ça suppose effectivement de bouleverser totalement les postures des élus, les procédures de management public, de mettre beaucoup plus de transversalité dans le fonctionnement des services, d'essayer d'apprendre globalement les besoins de la société pour permettre de construire collectivement des réponses globales à des besoins globaux au lieu de rester segmenté par une logique de guichet. Et puis, mais ça suppose aussi que la collectivité soit véritablement un catalyseur de la créativité territoriale et pas seulement un producteur de services. Donc c'est vraiment un bouleversement de la façon de voir. C'est faire appel beaucoup plus aux recherches-actions interdisciplinaires et c'est permettre aux initiatives de se développer sans que les collectivités, sans que les acteurs publics veuillent toujours avoir le leadership. Et bien sûr, ça incite à ouvrir à l'expérimentation, et peut-être que j'en reparlerai, à la transition juridique pour rendre tout ceci possible, puisqu'on est en train de changer de modèle civilisationnel. Merci Jean-Charles. Alors, dans ce bouleversement, Nicolas, qui est évoqué par Jean-Charles, il dit en fait il faut co-construire la politique publique. Aujourd'hui, on est dans un forum qui est un forum à vocation entrepreneuriale. Quand on regarde l'expérience des grands voisins, on voit que tout ça a été possible parce qu'il y a eu un niveau d'engagement énorme en fait des acteurs privés, donc des entreprises. Et du coup, quel peut être aujourd'hui le rôle de l'entreprise pour influencer les politiques publiques, pour trouver de nouvelles réponses aux questions aux enjeux d'innovation sociale et de réponse à des besoins sociaux? J'aime bien cette question parce qu'effectivement, souvent, c'est une question de l'impact des espaces que nous produisons et animons. Il est, pour nous, l'enjeu, il est proche de cette transformation des rapports sociaux et de la politique publique. Et ça me fait plaisir d'entendre ce que vous dites aussi sur cet enjeu de laisser de la place à l'expérimentation, à de la coproduction par des acteurs tiers et pas seulement à une collectivité qui décrète pour ses citoyens la manière ça fait des sociétés où on est tous clients. On est client du service public, on est client de son entreprise et on juge et on n'est plus mis dans une place de fabriquer cette place et c'est ce qu'on vit chaque jour. Donc c'est tout notre travail de faire remonter la chaîne de coproduction des choix. Se disant qu'aujourd'hui, peut-être le principal mal de notre monde, c'est la fragmentation. On a beaucoup tout séparé. Et effectivement, l'État-providence y a contribué, le salariat y a contribué, la modernité, les voitures, l'urbanisme. Et il y a une fragmentation sociale, une fragmentation spatiale. Et c'est pour ça que nous, on joue comme ça à remélanger dans un seul espace. Et pour que ça marche, il faut une forme d'indétermination assez forte. Il faut accepter d'être dans quelque chose qui est non fini et qui va se construire. C'est très difficile à faire, c'est très difficile à financer, que ce soit par le public. Nous, heureusement, c'est en train de changer, mais ça fait 5 ans qu'on existe et les subventions, c'est moins de 1% de notre chiffre d'affaires. Alors qu'on fait des projets qui sont proches de l'intérêt général et qui pourraient s'inscrire dans la politique publique. Mais on n'a pas réussi à rentrer dans les cases parce qu'on laisse trop de part à de l'indétermination et à une démarche itérative. Et ce n'est pas non plus finançable par le privé. On n'arrive pas à avoir des prêts sur quelque chose qui n'est pas défini, pas capitalisé, qui est par nature temporaire. On ne sait pas encore faire de l'investissement à court terme. Même en école d'architecture, ils n'apprennent pas à construire quelque chose qui sera adaptable et qui va vivre 3 ans. On ne sait que faire des choses longues, qui sont longues à financer. Ça fait des projets qu'on décrète et souvent, parfois, à peine ils sont sortis, qui sont presque déjà, ils ont une part d'obsolète, qu'ils auront du mal à se retransformer. Donc, effectivement, notre moteur, notre carburant, ça n'a pas été ni le financement public ni le financement privé, ça a été la force d'engagement
de l'équipe Yes We Camp, mais pas que de l'équipe Yes We Camp. Quand on a fait le projet à l'Estac en 2013, il y a eu des constructeurs qui sont venus de toute l'Europe. Et ils n'étaient pas labellisés Yes We Camp. Et encore aujourd'hui, sur les projets qu'on développe, à Marseille, à Nanterre, à Paris, nous, on joue comme ça un petit peu avec les règles du jeu. On a un petit peu on essaie de mettre la poudre magique pour que ça prenne, mais ensuite, ça dépend de l'appropriation par les autres. Donc on voit que notre carburant principal, c'est le temps des gens. C'est la quantité d'implication qui est disponible aujourd'hui. C'est la principale matière première, d'ailleurs, peut-être aujourd'hui. Et elle se met en œuvre si... pas seulement avec du salaire. Pareil, on est un peu malade de cette intermédiation par le salaire. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut s'impliquer pour les autres. Les apprentissages, la rencontre. Et le pari, c'est qu'au fond de nous, chacun, on a envie en fait, de faire des choses qu'on ne connaît pas, d'aller vers les autres. Mais il faut faciliter. C'est trop difficile de le faire dans des trajectoires quotidiennes. Donc l'enjeu d'une collectivité ou des acteurs intermédiaires comme nous, c'est de recréer de la facilité sur ces possibilités d'implication. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, il y aura des développements, mais on ne peut pas le faire ici, mais du coup, quelles sont les formes d'engagement que peut prendre l'entreprise justement sur ce type de projet, quoi. Je pense qu'on l'a dit. C'est cette notion de la porosité entre le travail et son sens, de trouver davantage d'alignement entre ce qu'on fait chaque jour, que ce soit dans le travail ou en dehors du travail, avec la manière dont on se représente le monde. Et pour ça, il faut que les défis, que ce soit qu'ils soient climatiques, sociaux, soient bien posés pour que chacun puisse y trouver sa place, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit des questions qui soient réglées par d'autres. Et le lien, effectivement, derrière l'enjeu du modèle économique, nous, au final, on a pour avancer, pour financer notre masse salariale et nos investissements à court terme, on a fait les métiers qui ne demandent pas à écrire un dossier qui soit tamponné par d'autres. C'est le B2C, c'est l'économie marchande. Donc c'est sur nos espaces qu'on rend attractifs, vendre des boissons, des repas, des nuitées de camping, des tickets, se solliciter du don. Mais c'est surtout de l'économie marchande aujourd'hui. À 90%, c'est des recettes d'hôtellerie-restauration, ce qui est en train de changer, puisque maintenant on arrive à mieux définir le fameux socle de nos projets, à le faire financer, soit par du loyer, des partenariats financiers extérieurs. Merci Nicolas. Cédric, intermède dans le prolongement, s'occupe aussi d'un dispositif qui s'appelle la Fabrique à Initiative, où en fait l'enjeu c'est sur un territoire justement de chercher à faire que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire des acteurs de catégories différentes ou de qualités différentes, acteurs publics, acteurs privés, acteurs de la société civile, puissent à un moment se mobiliser pour développer un projet porteur d'innovation sociale. Là, avec Nicolas, on a parlé du coup du rôle de l'entreprise. Mais au regard de ce que toi tu fais avec le dispositif de la Fabrique à Initiative, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui sur lequel il faut se pencher pour acculturer toutes ces parties prenantes pour que l'innovation, le portage d'innovation sociale avance dans des territoires? Ouais, alors effectivement, il y a un enjeu d'acculturation, mais on y vient. C'est-à-dire que de plus en plus, les collectivités mettent en place des démarches de concertation, de participation sur les projets d'urbanisme, etc. La façon dont on réfléchit la ville, je suis d'accord qu'on a encore d'énormes pas à franchir, mais on sent qu'on y vient de plus en plus partout en France. Sur le privé, l'économie est devenue collaborative, c'est-à-dire que de plus en plus, l'usager a du pouvoir sur la façon dont le produit ou le service va être délivré, etc. On peut noter maintenant toute une quantité de produits qu'on consomme en temps et en direct, et les services marketing s'adaptent au retour client de façon assez rapide. On voit qu'on y vient. Ce que fait Yes We Camp permet une expérimentation rapide dans un temps donné, et l'aspect temporaire fait qu'effectivement ça fonctionne parce que tout le monde se dit tout est possible et c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a que 3 ans, donc c'est maintenant. Et donc ils arrivent très bien à mobiliser un grand nombre d'opérateurs, chacun avec son prisme, sa porte d'entrée, pour mettre en place des synergies. Ce qu'on essaye de faire avec la Fabrique à Initiative, c'est la même chose sur du peut-être plus long terme, ou en tout cas sans temps de fin donné.
Donc l'idée, effectivement, c'est de participer, de faire émerger, en partant de besoins ressentis par des populations ou des collectivités, des gens qui peuvent parler au nom d'un territoire, de dire chez nous, il y a tel besoin social qui n'est pas comblé, quelle entreprise sociale pourrait venir répondre à ce besoin-là. Et donc le rôle de la Fabrique à Initiative est de venir construire le modèle de l'entreprise, de mobiliser et de trouver les personnes qui vont la mettre en œuvre. Si on regarde, est-ce que je peux avoir le radar d'innovation sociale tu as l'image quelque part? Non. Bon, alors l'innovation sociale, donc c'est un document qui a été fait. Vous l'avez sous les yeux. La petite étoile à 5 branches. Donc aujourd'hui, le travail d'intermède et des entrepreneurs dans leur majorité va être, bien sûr, tout le monde converge vers la réponse à un besoin social. Les entrepreneurs et accompagnés d'incubateurs tels qu'Intermède vont faire en sorte que les modèles économiques soient viables. Forcément, les idées émergent d'acteurs posés sur un territoire, donc on a un lien au territoire. J'essaie de passer assez vite. Les processus participatifs, j'ai commencé par ça, mais effectivement, ils sont de plus en plus présents, et à la fois dans l'économie strictement privée marchande, et à la fois dans l'habitude de la collectivité publique. Le réel enjeu, de mon point de vue, il est l'appropriation collective de la valeur. C'est-à-dire comment, d'une activité mise en place qui va certes générer des profits comptabilisables monétaires, mais qui va aussi générer des plus-values ou des réductions d'impact néfastes sur l'environnement, ou des plus-values sociales de réhabilitation de certaines personnes ou populations exclues. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que tout ça soit considéré comme un bien commun et redistribué entre l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs qui interagissent avec l'objet. Du coup, pour moi, ce qu'on a à construire et ce qu'on a à inventer, j'ai pas de réponse là-dessus, je pose une question. Mais c'est le véritable enjeu. Ce que l'économie de marché libérale, capitaliste, classique a réussi à faire, c'est-à-dire à générer d'énormes profits et à créer des chaînes de valeur très lisibles. Comment est-ce qu'on arrive à les reconstruire, les déconstruire, mais en gardant le bon, c'est-à-dire la génération de richesses, et à faire en sorte que l'appropriation des richesses produites, et le sens du mot richesse dans ma bouche est très large, c'est-à-dire que ça embrasse les richesses monétaires, mais aussi toutes les plus-values sociales ou environnementales, comment est-ce qu'on arrive à en faire en sorte qu'il y ait une réelle appropriation collective à une échelle de société. Je pense que c'est là l'intérêt de l'ancrage territorial, c'est qu'on peut parler d'une micro-société, c'est-à-dire à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un village. C'est très difficile d'imaginer des innovations sociales pertinentes à l'échelle mondiale. C'est une des problématiques actuelles, d'ailleurs, de l'innovation sociale dans un contexte économique mondialisé. Donc c'est plus une question ouverte que je pose, mais le vrai enjeu, il est là, et c'est là pour moi où l'ensemble des acteurs de la société que nous sommes, acteurs économiques, acteurs publics, citoyens, avons à réfléchir et à coopérer. C'est pour ça que ces espaces temporaires sont pour moi des lieux d'expérimentation géniaux, parce qu'ils obligent tout le monde dans un temps très court à se poser des questions et à répondre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais mon idée... En tout cas, tu nous as dit ce qui pour toi était, aujourd'hui te semblait être un des enjeux autour de cette question de l'innovation sociale, qui est donc de se poser la question de comment on partage en fait... Comment on partage les bénéfices des activités qui sont mises en place, avec une autre notion justement de ce partage du bénéfice. Si la valeur est appropriée par tous, a priori on va les voir autrement, et du coup on peut se poser de la question de comment on les redistribue. Jean-Charles, il y a dans tout ce qui a été dit en creux en fait. Ça n'a jamais été dit en tant que tel, mais soit dans les expériences, soit dans la révélation des enjeux, il y a une question de rupture en fait. Et même dans ton premier propos, une question de rupture avec l'existant. Alors, si rupture, comme on sait qu'on est dans des organisations très normées, avec des règles, des cases, comment on peut faire valoir ce droit à l'expérimentation? Est-ce que par exemple la ville de Marseille fait des choses spécifiques sur le droit à l'expérimentation? La ville de Marseille, ça a été dit, fait des choses un peu spécifiques en matière d'urbanisme, en matière d'urbanisme participatif. Elle développe aussi
des actions sur Euroméditerranée 2. Bon, mais je ne vais pas parler de construction, je reste sur l'animation. Et là, effectivement, c'est des innovations qui sont en cours. On avait fait à Marseille, pendant 10 ans, un appel à projet que j'avais conduit, qui s'appelait le concours d'idées Envie d'environnement, qui permettait de subventionner des initiatives citoyennes d'intérêt général, sans se poser la question de savoir dans quel cas ça rentrait. Ça résolvait la question du 1%, parce que sinon, c'est-à-dire qu'à chaque fois que dans un dispositif, dans une organisation classique, une association qui veut une aide sur un projet général, elle se heurte à un effet de râteau parce qu'elle contribue à 10% au lien intergénérationnel, à 10% au sport, à 10% à la santé. Elle ne trouve pas de porteur, elle ne trouve pas de... Et je vois Anthony Lacano avec son musée subaquatique qui sourit là-dessus. Elle ne trouve pas de porteur. Donc ça, c'est un gros problème et ça évoque la question de la transversalité. Mais au-delà, pour les ruptures, il y a quand même une difficulté énorme, effectivement, d'ordre juridique. C'est-à-dire qu'on est en train, tous ensemble, là, de prôner des modèles locaux, des modèles transversaux, porteurs de synergie et de solidarité, des modèles autant que possible découplés, dans lesquels autant que possible la qualité de vie est découplée de la consommation de ressources, en faisant un bon usage, un usage maîtrisé du numérique. Et on est encore dans un monde ancien qui n'est pas horizontal, mais qui est au contraire vertical, cloisonné, aussi bien dans les modes de pensée que dans les modes de production, qui est encore en grande partie centralisé, très certainement globalisé, mondialisé au niveau des profits, et encourageant l'hyperconsommation. Alors, le droit, les cadres juridiques sont là pour soutenir un modèle existant. Donc on voit bien que dès lors qu'on veut faire basculer, aider, accompagner la bascule du monde, créer de nouveaux modèles économiques, on va avoir des obstacles juridiques. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux acteurs, entreprises, TPE qu'on rencontre nous disent « Ah, mais j'ai telle initiative qui me paraît vertueuse. » Oui, c'est bon sur tous les plans, ça clignote au vert sur tous les indices de l'intérêt général, mais ce n'est pas possible parce que le droit l'interdit. Des normes sanitaires, des segmentations de professions, des règles. Prenons un exemple. Si je veux acheter un appareil, je peux, comme on l'a dit, un appareil électromécanique, donc un appareil manufacturé, je peux intervenir presque en amont sur la conception de l'appareil, me faire de l'appareil sur mesure. Je peux le customiser, l'adapter à travers avec une imprimante 3D. Je peux créer le mode d'emploi avec une communauté d'usagers. Et puis, je peux le louer, le sous-louer, le prêter. Comment voulez-vous que si un conflit survient, puisque le droit c'est là pour gérer les conflits, gérer les risques, gérer les responsabilités, comment voulez-vous, si un conflit survient, que le droit du travail, le droit de la propriété intellectuelle, le droit social puisse s'appliquer, étant donné qu'on a une confusion totale des rôles. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, une véritable transition juridique est nécessaire pour arriver à faire advenir le monde nouveau que nous souhaitons. C'est une véritable bascule, un décloisonnement du droit et nous sommes convaincus que cette bascule ne pourra pas se faire toute seule. Ou elle se fera trop lentement. Ou encore, elle laissera la possibilité aux entreprises qui sont toujours, qui après avoir gagné de l'argent sur la pollution, en gagnent maintenant sur la dépollution, qui se positionnent aussi sur la captation des richesses locales produites par l'économie collaborative. Je ne vous fais pas de dessin, Airbnb et compagnie, Blablacar aussi, le jour où ça marchera. Donc, il faut aller très vite. Il faut aller très vite, il faut être acteur de cette transition juridique. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 1 an et demi, on a décidé, entre la ville de Marseille et le barreau de Marseille, de créer à Marseille la commission méditerranéenne de réflexion prospective sur la transition juridique, avec le soutien de Corinne Lepage, qui aurait dû être là en plénière et qui nous a appuyés avec sa Déclaration universelle des droits de l'humanité, qu'on a pris comme un des axes forts de notre premier rapport. Donc cette commission qui a déjà fait quelques propositions, des propositions qui décoiffent, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est notamment dédiaboliser la notion de préférence locale pour permettre
de légitimer des dispositifs qui favorisent le développement local, ici et ailleurs, à l'autre bout du monde, dans une vision géopolitique, géostratégique que je pourrais détailler. C'est aussi une autre proposition qu'on a faite dans notre premier rapport. D'ailleurs, le premier rapport est sur vos chaises, sauf à la fin, il en manque quelques-uns, donc si vous ne l'avez pas, vous nous le demandez. Une deuxième proposition phare, ça a été d'exiger que les collectivités territoriales puissent avoir les possibilités d'exercer des prérogatives de souveraineté publique sur les espaces numériques qui interfèrent avec les espaces réels. Pouvoir gérer les espaces numériques que j'appelle adjacents aux espaces réels, dans lesquels on vit tous les jours, de la même façon qu'ils administrent, qu'on a des règles d'urbanisme, de circulation dans les espaces. Voilà, quelques exemples. C'est un chantier ouvert. Il n'y a pas besoin d'être juriste pour en faire partie. Vous êtes tous invités à nous faire remonter les blocages juridiques que vous rencontrez ou simplement que vous subodorez. On essaiera de les analyser et on en fait un système qu'on essaie de porter auprès des États, que j'ai porté déjà à COP22, COP23 pour les premiers rapports. Mais le chantier, on a ouvert la boîte de Pandore. C'est les acteurs locaux qui constatent ces blocages. Ce n'est pas l'État qui fera les changements. D'abord, je vous dis, le droit évoluera pas tout seul, de manière aussi radicale, mais ce sont les acteurs locaux, nous tous, qui constatons au jour le jour qu'on ne peut pas faire telle chose, que c'est absurde, qu'une règle, une norme est totalement disproportionnée, ou qu'une règle va dans le mauvais sens, parce que les protections qu'on doit accorder sont plus les mêmes. Avant, on trouvait nécessaire de protéger un développement économique avec des multinationales. Maintenant, on doit protéger les petites entreprises, le développement local. Donc tout ça, il y a du ménage à faire. Et vous êtes invités à prendre le balai avec nous et à nous rejoindre dans cette démarche de transition juridique. Merci Jean-Charles. Enfin, on ne se rend pas compte à l'heure actuelle combien ces combats de normes sont assez essentiels quand même, parce qu'il n'y a pas de droit à l'expérimentation possible si on ne se pose pas la question de venir influencer la norme en général. Faire évoluer les choses à un moment, c'est se donner la capacité d'influencer sur des cadres juridiques qui sont en plus rarement à notre portée, puisque aujourd'hui une partie de la norme se construit au niveau européen. Et donc c'est entre guillemets des combats lointains dont il faut arriver à se saisir. On arrive tout doucement au bout du temps qui nous a été accordé. On va finir avec Nadine, si tu veux bien. On avait préparé les choses, mais je trouve que c'est encore plus de force à vous écouter. On a vraiment un plaidoyer sur la mobilisation de la société civile. On a des besoins sociaux. N'attendons plus les réponses de l'État. C'est plus l'État-providence. C'est plus l'État-providence. Il faut construire une société-providence. Et qu'il y ait une mobilisation de tous les acteurs de la société civile et des entreprises. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que développer des innovations sociales, c'est s'adresser c'est répondre à des besoins sociaux qui sont des besoins sociaux qui sont des intérêts collectifs, de l'intérêt public. C'est des sujets de bien commun. Donc, le rapport de ces expériences avec l'État, s'il te plaît, pour élargissement. En 2 minutes, bien sûr. En 2 minutes, naturellement. Moi, je voudrais d'abord soulever peut-être 2 termes qui m'ont marqué dans les interventions. Dans le micro, s'il te plaît, Nadine. Donc, je voudrais soulever deux éléments qui m'ont marqué dans les interventions de ce matin. C'est notamment l'indétermination des résultats du projet que tu évoquais, Nicolas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est toujours tous organisés autour du résultat. Et du résultat immédiat ou le plus immédiat possible. Et je trouve que poser la question de l'indétermination du résultat, c'est-à-dire on ne sait pas exactement ce qui va se passer, il va se passer des choses, il va y avoir des dynamiques qui vont se mettre en place, mais on ne sait pas exactement quelles dynamiques vont se mettre en place. On essaie d'appuyer telle dimension, mais ce n'est pas forcément celle-là qui se met en place. Et je pense que ça, c'est une question qui est vraiment centrale pour comprendre ce qu'est l'innovation sociale, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le résultat final auquel on arrive. Et ça, alors pour les économistes, c'est impensable. Et pour la politique publique, je pense que c'est très compliqué. Donc pour arriver sur ta question de l'État-providence, je pense que ça nécessite effectivement un changement de regard majeur.
Simplement, en même temps, on ne peut pas non plus être dans une insécurité généralisée dans laquelle l'État et les collectivités territoriales se désengageraient massivement de la production d'un certain nombre d'éléments du bien commun sans contribuer à reconstruire des formes de sécurisation. Or, aujourd'hui, on sent que ces formes de sécurisation, elles sont largement le fait de la société civile, mais que c'est faire porter sur des acteurs ce qu'on n'a pas réussi à tricoter depuis 1945 et la mise en place de l'État-providence. Donc je voudrais juste mettre le point sur la vigilance qu'on doit avoir. La société civile est un inspirateur, mais elle ne peut pas être à elle seule le seul promoteur de prise en charge de nouvelles formes de rapports sociaux, de reconstruction de solidarité, quel qu'en soit le niveau, local, national, territorial, parce que c'est quelque chose qui doit être travaillé ensemble. Et donc, du coup, c'est plutôt penser comment faire ensemble. Et finalement, la transformation de l'État-providence, c'est aller dans le sens de comment on repense l'articulation entre des acteurs de la société civile qui s'organisent, qui mettent en œuvre, qui développent des porosités, salariat, engagement autour de projets, etc., mais dans lequel on maintienne des formes de sécurisation. Or, aujourd'hui, on est loin d'avoir ces formes de sécurisation qui existent, et finalement, les sécurisations, elles sont souvent encore fortement familiales, dès le moment où l'État se retire d'une série de prises en charge sociales. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est effectivement le droit à l'expérimentation, mais le droit à une forme d'expérimentation collective dans laquelle l'ensemble des acteurs s'engagent, et pas simplement sous des formes de redistribution très partielle, mais bien sur des formes de coproduction. Sortir de l'État-providence, c'est sortir du modèle de la redistribution. Donc, c'est forcément rentrer dans un modèle de donc de faire ensemble, quelle que soit la manière dont on fait ensemble, quelles que soient les formes d'engagement. Et du coup, c'est effectivement sortir d'une simple dimension de la responsabilité sociale des entreprises qui va permettre de soutenir un peu la transformation de l'État qui va devenir facilitateur, etc. Mais finalement, ce qu'on ne sait pas faire, c'est mesurer le coût de l'animation. Vous voyez comment sont financés les projets aujourd'hui. On finance le projet sur le résultat. Je vais intégrer 10 personnes en situation de handicap. Mais on ne finance pas un projet sur l'animation du territoire. On a beaucoup de mal à trouver des modes de financement de ce type de choses. Et dans la RSE, c'est la même chose. S'il y a des orientations de travail en partenariat avec des associations sur le territoire, ou des SCOP, ou des SIC, etc., ça passe en général par un modèle qui est non centré sur le faire ensemble globalement et non centré sur le fait de sortir de ces logiques redistributives et prendre en compte ce qu'est le coût de l'animation. Parce que finalement, quand on dit travailler sur les processus, c'est travailler l'huile qu'on met, ce qui fait lien entre l'ensemble des acteurs présents. Et donc, ce processus-là, il ne s'autoproduit pas. L'engagement, il ne se décrète pas dans l'absolu. D'accord ? Il faut des choses qui suscitent, il faut avoir l'envie d'eux. Et du coup, ça, c'est non reconnu comme toute une facette de l'immatériel. Alors, on parle beaucoup de la digitalisation, etc. Mais cette facette centrale de l'immatériel doit absolument être prise en compte dans l'évaluation de la richesse produite et dans ses effets centraux sur la capacité à faire vivre ensemble sur des territoires des opérateurs privés publics. Alors pour moi, vraiment, la question, c'est pas celle État-providence, pas État-providence, c'est effectivement comment on se prend en charge, globalement, mais tous ensemble. Et c'est pas l'entreprise machin qui fait truc, etc. C'est vraiment dans des logiques de coproduction complètement repensées. Et dans ce cas-là, effectivement, l'État a contribué à ce lien, à contribuer à mettre de l'huile, à faciliter, à rendre possible. Mais on ne peut pas s'arrêter sur l'idée que ce serait simplement une transformation de l'État-providence. Et je mets beaucoup l'accent sur les questions de sécurisation collective. Si on s'engage ensemble, on se sécurise collectivement plutôt que de s'exclure les uns les autres. Donc vraiment, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est ces enjeux de faire ensemble. Et faire ensemble, ça ne se fait pas tout seul. Ça se construit, ça suppose des processus, des méthodes, etc.
qui sont souvent mises en œuvre comme ça, mais qui commencent à se formaliser et qui sont un enjeu, à mon avis, central pour l'avenir. Merci Nadine. Alors, on arrive au terme de cet atelier, puisqu'il est bientôt 10h30 et c'est l'horaire qu'on nous a donné. J'espère qu'on vous aura permis d'approcher un peu plus cette notion d'innovation sociale, avec tous les enjeux sociétaux qu'elle porte. Alors, il y a nos intervenants restent un peu, sont encore disponibles pendant la matinée, à l'exception de Nicolas qui doit rapidement partir pour un train pour Paris. Donc, n'hésitez pas à avoir des échanges directement avec eux. Pour prolonger la connaissance d'expériences d'innovation sociale, il y a dans le village des innovations 4 entreprises qui sont porteurs d'innovation sociale. Il y a la coopérative d'activité Made in Scope, il y a le projet Boussole. Il y a Enercop aussi, oui, effectivement, tout à fait. Il y a la City Coop Ridigo. Il y a le réseau Eco Habitat. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer les entrepreneurs dans le village. C'est aussi une manière d'échanger avec eux concrètement sur la réalité de leur activité d'innovation sociale. On vous remercie tous pour votre écoute et on va remercier nos 4 intervenants.